Du nord au sud, du lac du Bourget et à Chambéry, Radio Grand Lac 92.1. Bonjour, vous êtes tous sur radiograndlac.com dans une nouvelle parenthèse parentale. Je suis Isabelle Pierce et ensemble jusqu'à 18h, nous allons accueillir Chantal Baudouin qui est coach en gestion du temps et en organisation qui aide les parents à concilier leur vie professionnelle avec leur vie familiale. Bonjour Chantal. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors, ensemble, nous allons parler charge mentale, blurring, CNV. Bon, Chantal, SOS, parce que là, on est perdu. Et surtout, les auditeurs attendent de toi des astuces pour sortir de cette course contre le temps, de ce stress et de cet épuisement. Alors, on va, après le lancement, le programme de cette émission, on va faire une pause musicale qui va vous laisser le temps d'aller chercher de quoi noter. Alors, c'est vrai que je vous dis ça à chaque émission. Du coup, ce qui serait bien, c'est d'avoir votre petit cahier sous le coude que vous intitulez parenthèse parentale, dans lequel vous allez pouvoir compiler toutes les bonnes infos de cette émission parenthèse parentale et noter les contacts des pros que je reçois. Même s'il existe sur la région une application qui s'appelle Autour des parents et qui vous donne un ensemble de professionnels à votre disposition pour vous aider dans votre parentalité. Mais voilà, avoir ce petit carnet sous le coude, ça peut être une bonne idée. Donc, une petite pause et on se retrouve tout de suite après en compagnie de Chantal Baudouin. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Et oui, nous sommes de retour dans Parenthèse parentale sur radiograndlac.com. Chantal Baudouin est mon invitée pour parler d'un sujet commun à tous les parents, la charge mentale. Mais avant tout, Chantal, qui es-tu? En quoi consistent tes accompagnements? Et tu t'adresses à quel public? Alors, ça va être 3 questions en une. Alors, qui es-tu en premier? Explique-nous. Alors, donc je suis Chantal Baudouin, je suis native de Lyon à l'origine. Je ne suis pas une vraie Savoyarde, mais vraiment on t'accepte quand même. Cœur. Voilà. D'ailleurs, j'ai demandé les laissez-passer pour venir en Savoie. Et je suis arrivée en Savoie en 2001, donc j'ai d'abord vécu à Aix-les-Bains et puis à Chambéry depuis 2004. Donc ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant. Et c'est vraiment ma région d'adoption où je suis vraiment, vraiment bien, où j'ai fondé ma petite famille. Alors, je suis coach, comme tu disais, en gestion du temps et organisation. Et ma mission de vie, c'est d'accompagner notamment les chefs d'entreprise, les cadres et les cadres dirigeants pour les aider à retrouver sérénité et équilibre dans leur vie personnelle et professionnelle, avec une méthode, la méthode HOPE, mais je reviendrai là-dessus. Mais ce que je tenais à dire, c'est que tout chef d'entreprise, cadre ou cadre dirigeant est avant tout un papa, ou une maman. Et donc, c'est vraiment important de s'intéresser à l'équilibre de vie personnelle et professionnelle parce que c'est vraiment le cœur du sujet et la problématique pour pas mal de parents, justement. J'ai fondé donc Chantal Baudouin Coaching en 2018 parce que j'ai pas toujours été coach avant. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus. D'accord. Et puis, je suis également auteure. J'ai sorti en 2020 un livre qui s'intitule « Ça y est, je sais comment rester zen en toutes circonstances » aux éditions Vie. Donc, on peut trouver sur les éditions Vie ou sur Amazon. D'accord. Voilà, donc en livre broché, donc il n'y a pas de souci, il est vraiment disponible. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'étais avant d'être coach? Parce que je pense que ça doit interroger pas mal d'auditeurs. Donc, pendant 20 ans, moi, j'ai été ingénieure dans le domaine de l'énergie, donc vraiment une scientifique à la base. Et je n'étais pas destinée du tout à être coach. Je suis très scientifique, très pragmatique, méthodique. J'ai besoin d'un cadre. D'ailleurs, on le retrouve dans mes accompagnements. Et puis, j'ai beaucoup aimé finalement ce domaine, mais il me manquait toujours ce petit quelque chose. Qu'est-ce que je peux amener de positif dans la vie? Quelle est ma contribution à mon échelle? Et j'ai toujours aimé aider les autres, les dépanner. Et j'ai toujours aimé les écouter et puis les conseiller.
Et moi, quand j'étais cadre, justement, j'ai été confrontée très vite aux problèmes d'organisation, parce que je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, j'ai 2 garçons de 11 et 14 ans maintenant. Donc, les problèmes ont commencé quand ils étaient tout petits, donc il fallait gérer les responsabilités. J'étais en gestion d'équipe, j'étais donc à la maison, il fallait gérer vraiment tout le quotidien. Et donc, j'ai cherché très vite à trouver des solutions pour me sentir bien. Donc, m'organiser, gérer mieux mon temps. Et donc, alors, j'ai vraiment beaucoup lu, je me suis formée à titre individuel, mais surtout, dans le cadre de mes différentes missions, j'ai pu me former professionnellement, justement en gestion du temps, organisation. Et donc, j'ai vraiment tout appliqué, tout testé, et donc j'ai gardé que le meilleur. D'accord. Donc il y a une formation professionnelle à la base, une formation en coaching, et puis une auto-formation par des lectures. D'accord. Okay. Alors, on va dire que les formations par le biais du travail, les différents employeurs, on va dire que c'est pas des formations de coaching proprement dit, mais moi après j'ai eu besoin finalement de valider finalement tous ces acquis, et j'ai passé une certification de coach professionnel. D'accord. Donc c'est pas un diplôme d'État, c'est pas un diplôme il en existe pas de toute façon au niveau du coaching. Mais c'était pour moi me légitimer en fait dans ma pratique de coaching, et puis aussi pour rassurer les clients, parce que c'était normal de leur dire que c'est pas sorti du chapeau tout ça, c'est acquis, validé et partagé. Ok, très bien. Alors, pour revenir du coup à la gestion du temps, à la charge mentale, pourquoi est-ce que c'est devenu si difficile de concilier les deux, parce que on considère qu'à peu près 60% des parents disent que pour eux, c'est un vrai calvaire de trouver un juste milieu entre les deux. Qu'est-ce que c'est qui a fait que maintenant c'est problématique de concilier cette vie de famille et cette vie professionnelle? Alors, je dirais il y a deux points essentiels. Déjà, je vais m'intéresser à la condition de la femme. Je vais faire une rétrospective. C'est vrai que à la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont commencé à travailler. Donc, après-guerre, les femmes ont continué à travailler. Donc, ce sont nos mamans. Enfin, pour moi, c'est mes parents qui ont travaillé. Ensuite est arrivée ma génération où les femmes ont continué encore à travailler et en plus se sont intéressées à leur carrière, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'elles ont voulu faire ce que leur maman n'avait pas pu faire. Donc faire des études scientifiques, faire des études, avoir des s'investir davantage, s'investir davantage, avoir des postes à responsabilité, des choses qu'on voyait pas peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Et puis il y a aussi différents phénomènes qui sont arrivés. Donc il y a eu la mondialisation, c'est-à-dire que les entreprises se sont développées. Donc finalement, il a fallu être plus compétitif, plus performant, il faut aller plus vite, avec plus de, alors peut-être pas plus de moyens, mais en tout cas, il faut faire peu, faire beaucoup avec peu de moyens. Beaucoup de défis, des défis supplémentaires. Donc de la charge de travail conséquente. Et puis, on va dire que il est très facile aujourd'hui de faire tous les loisirs qu'on veut. Donc, on a envie de tout faire. C'est-à-dire que dans 24 heures, alors c'est même pas 24 heures parce que si on est de 6 heures à 22 heures, ça fait que 16 heures. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ces 16 heures ? On met de l'activité, on met des loisirs, on s'occupe des enfants, on a nos propres missions, on s'occupe de la logistique et on veut tout faire tout le temps. Et on a l'impression qu'on n'arrive plus à s'arrêter. C'est-à-dire que on ne sait plus ne pas rester à rien faire. C'est ça. On n'arrive plus à se poser. En plus, j'ai l'impression que c'est la course à moi j'ai fait telle activité, ce que tu as essayé, c'est la comparaison. C'est intéressant quand on a plein de choses à raconter, qu'on a fait plein d'activités, mais on est moins intéressant quand tu dis moi je suis restée tranquille à la maison. Voilà, il y a une image un peu on est négative. Beaucoup dans une société du faire, exactement, plutôt que de l'être. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai que concilier toutes ces activités, alors je dis pas que c'est mal, c'est bien d'avoir plein de choses à faire, mais à un moment donné c'est un cercle vicieux, c'est qu'on a envie de faire des choses et on est parti dans l'engrenage. Si par exemple on décide de faire partie d'une association, c'est pas une fois, c'est-à-dire qu'on y va pour 1 an, 2 ans, 3 ans et il faut être présent. C'est un engagement. C'est ça. Ensuite les enfants c'est pareil, le nombre d'activités qu'ils ont, ils vont au piano, ils vont au sport, ils vont en cours de dessin, ils vont chez les copains, donc, il faut gérer tout ce petit monde et toutes ces tâches. Donc, c'est ce qu'on appelle la charge mentale, c'est ça ?
Exactement. C'est en fait tout ce qu'on doit faire dans la journée et qui fait que on a des millions de pensées à la minute, des millions d'idées, des millions de choses à ne pas oublier de faire. Là, faut que j'aille acheter tel aliment. Il faut que j'aille faire mes courses. Il faut que j'aille chercher le petit chez son copain. Oh là là, mais j'ai complètement oublié d'étendre la lessive. Enfin voilà, il y a plein. Voilà, plein c'est de ça. C'est choses, vouloir être multitâche alors que c'est notre ça. cerveau est pas capable de tout faire à la fois. Exactement. D'avoir des pensées envahissantes et puis être dans l'urgence en fait. C'est souvent ça, la notion du temps qui rentre dans la notion de charge mentale. C'est tout est important et tout est urgent, alors qu'en réalité, j'en parlerai un petit peu plus loin. Tout n'est pas important et tout n'est pas urgent à la minute. Il y a justement, on parlera de la gestion des priorités, mais en tout cas, il y a des fois se poser et de voir ce qui est important et ou urgent. Ou ce qui n'est pas. Tu as abordé un petit peu tout à l'heure dans ta présentation et puis là il y a quelques instants aussi, mais je vais quand même te poser la question, pourquoi est-ce que cette charge mentale elle est plus attribuée aux mamans du coup qu'au papa? Alors c'est pas une émission féministe du tout, mais voilà, la question peut se poser quand même. Alors je t'interroge là-dessus. Alors c'est vrai que les femmes s'occupent plus des enfants. Bon, c'est depuis très longtemps. C'est vrai que la condition de la femme, c'était la femme, elle travaillait pas, elle s'occupait des enfants. Donc c'est resté très ancré déjà dans les mentalités. Et puis il y a toujours actuellement les femmes qui n'ont pas autant de responsabilités ou travaillent pas autant peut-être que les hommes, même si ça commence à changer. Et puis les enfants, ils vont voir qui quand ils ont besoin. C'est souvent maman, c'est pas forcément papa. Donc c'est vrai que c'est elles qui sont plus en charge naturellement d'emmener les enfants, d'aller les chercher, de leur faire les devoirs, donner la douche, le bain, etc. Elles ont la famille, dans la tête. Alors j'aime bien une image que j'ai lue dans un livre. Elles ont la famille dans la tête et dans leur sac à main. Parce que souvent, le sac à main de la maman ressemble à ce qu'il y a dans sa tête. C'est-à-dire qu'il y a aussi le doudou du petit dernier, les crayons de couleur pour les occuper dans la voiture, le portefeuille du mari, le dossier des impôts à poster. Voilà, donc... forcément, les enfants, ils ont toujours quelque chose à porter. Donc, au bout d'un moment, ils ont envie de s'en débarrasser. Donc, à qui on donne à maman le mari, s'il n'a pas, on va dire, une veste pour mettre son portefeuille, tiens, tu peux pas le prendre. Alors, on critique toujours le sac des femmes, il est tellement utile pour tout le monde que... C'est ça. Alors, c'est vrai que dans notre société, l'éducation, elle est encore très genrée, puisque, comme tu le dis justement, ça repose sur les épaules de la maman. Et plus les enfants sont jeunes et plus il y a cette charge mentale quand même qui s'installe. C'est ça, tu es d'accord? Oui, c'est vrai. De toute façon, quand les enfants naissent, c'est vraiment une charge. Enfin, c'est pas péjoratif, mais on s'occupe des enfants quasiment H24. Il y a le avant et le après parents. Quand on a des enfants, on s'en occupe. On peut pas dire, on peut pas le laisser dans le coin et dire, toi, tu manges tout seul, tu te changes tout seul. Non, c'est vraiment, faut s'en occuper. Ça fait partie du quotidien et il faut vraiment l'intégrer. Il faut faire. Il y a des choses que vous allez oublier de faire dans un premier temps quand vous avez des enfants en bas âge. Et après, quand ils prennent de l'autonomie, on recommence à penser à soi et à refaire des activités qu'on avait oubliées pendant des années, qu'on n'a jamais mis enfouies, en place. Enfouies. On va dire les rêves enfouis qui ressurgissent et qu'on a envie finalement. C'est ça, donc il y a de l'espoir. Exactement, voilà. Ok. Alors, est-ce que dans tes consultations, tes accompagnements, tu vois quand même des hommes avec cette charge mentale? Est-ce que c'est quelque chose où alors c'est très très marginal? Est-ce que les hommes sont confrontés aussi à cette charge mentale? Oui, et de plus en plus. Alors, il faut savoir que mes accompagnements, donc il y a des accompagnements individuels et de groupe. Et j'ai commencé par les accompagnements individuels parce que c'est ce que je préfère en fait. Je m'immerge finalement dans la vie de la personne pour vraiment comprendre comment elle fonctionne et pour pouvoir l'aider. Et dans mes premiers clients, j'ai eu un client. Donc j'étais vraiment super contente. Je m'attendais pas parce qu'au début je me suis dit moi je vais m'intéresser aux femmes. Je suis une femme, je les comprends. Donc naturellement je vais aider plutôt cette catégorie de personnes. Et donc j'ai eu un premier client qui lui était complètement débordé, un jeune entrepreneur donc qui se lançait, qui avait pas d'enfant, qui était en couple. Et qui arrivait plus finalement à gérer le lancement de sa société, avoir des temps avec sa copine et puis avoir des loisirs à côté. Donc je l'ai vraiment aidé finalement à faire des choix, déjà à faire des choix,
à vraiment voir ce qui était important pour lui ou pas dans un premier temps, peut-être mettre des choses de côté. Et c'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus généralisé, parce que il y a aussi le fait que les papas sont de plus en plus impliqués dans la vie de la famille. Maintenant, c'est vrai que il y a le congé parental pour les papas. Il y a aussi les papas qui se retrouvent en famille monoparentale et qui du coup divorcent et se retrouvent avec les enfants. Et ça, c'est la structure de la famille. Et puis les familles recomposées. Voilà. Donc, maintenant, ça se généralise énormément. Et c'est vrai que dans la nouvelle génération, les jeunes papas, c'est vrai qu'il y a un investissement peut-être un petit peu plus important que les générations précédentes dans l'éducation des enfants. Voilà, la balance s'équilibre un petit peu plus. Alors, Chantal, cette question de la charge mentale, elle est devenue quand même un peu, elle est un peu omniprésente quand même, je trouve, comme si c'était devenu un problème de société. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant que ça à la charge mentale ? Alors la charge mentale, on s'y intéresse parce qu'elle fait beaucoup de dégâts, justement. On a l'impression que c'est quelque chose de banal, mais en fait, la charge mentale, si on arrive bien à peu près à la gérer, je dirais tout va bien. Par contre, ça crée des maux assez forts, des maux psychologiques et physiologiques. Donc, on va avoir des insomnies, on va avoir des douleurs, et donc c'est des choses qui ne sont pas à prendre à la légère, parce qu'on peut vite arriver dans des phases de dépression, de burn-out. Et ça, c'est vraiment un problème assez récurrent. Donc je dirais, c'est déjà la charge mentale pour les personnes, on va dire, la génération des 40-50 ans. Et c'est aussi le fait que la nouvelle génération qui arrive, elle n'a plus du tout envie de s'embêter. Ils sont plus dans le bien-être. La nouvelle génération, sa priorité, ça va être, moi je veux voyager, je veux travailler juste pour gagner de l'argent et pouvoir faire mes loisirs, voyager. C'est avoir un vrai équilibre. Et donc, la vapeur est heureusement en train de s'inverser. Et c'est assez problématique parce que, par exemple, les entreprises ont du mal à embaucher parce qu'ils leur proposent un cadre de travail qui n'est plus en adéquation avec ce qu'eux, ils veulent pour demain. C'est-à-dire, moi, je travaille pour me faire plaisir avant tout et pour avoir juste l'argent dont j'ai besoin. J'ai pas envie d'être riche, j'ai pas besoin d'être milliardaire. Je veux juste gagner l'argent pour me faire plaisir. Ils ont leur priorité. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que les 40-50, du coup, là, ils sont englués dans leurs responsabilités. Donc, il y a vraiment un travail à faire pour ces personnes-là qui souffrent, parce qu'en plus, c'est inavouable de dire que je m'en sors pas. Je sais pas comment faire, je sais pas par quel bout prendre la pelote, on va dire, parce que j'arrive pas à m'en sortir, c'est pas normal, je devrais assurer et j'y arrive pas. Et puis de l'autre côté, cette nouvelle génération qui casse un peu les codes et qui dit que moi demain j'ai envie d'avoir une belle vie. Ok, très bien. Alors on parlait donc juste avant là de cette difficulté de concilier la vie de famille avec la vie professionnelle. Alors j'ai vu en consultant ton site que tu utilisais un terme qui s'appelle le blurring. Je crois que là voilà, on peut expliquer ce que c'est et donner quelques précisions par rapport à cette comment on peut appeler ça, un trouble, Alors en fait, le blurring, c'est un mot anglais, forcément, qui veut dire le flou. C'est-à-dire que c'est le flou entre la vie personnelle et professionnelle. En fait, blurring, littéralement, c'est l'effacement de la frontière entre la vie personnelle et professionnelle. D'accord. C'est-à-dire qu'avec le phénomène de charge mentale, et puis en plus actuellement avec le phénomène de télétravail, vraiment la limite entre la vie professionnelle et personnelle est vraiment très, très fine. Et en plus, on va dire que les heures de travail se sont vraiment élargies. Et on voit très bien les personnes qui travaillent à la maison, qui elles n'ont même pas fini le café, qu'elles sont déjà devant l'ordinateur en train de répondre aux mails, et puis du coup elles vont prendre un rendez-vous, un client au téléphone, tout en étendant la lessive ou la vaisselle. Avec tous nos équipements nomades, maintenant c'est vrai qu'on a le travail à portée de main, quoi. C'est ça. Alors je dirais que c'est bien dans le sens où on peut gérer finalement son temps comme on veut, mais le problème c'est que les statistiques et les études le prouvent, c'est que les personnes travaillent beaucoup plus qu'avant sur des plages horaires beaucoup plus
étendue et arrive plus à décrocher. Ouais, c'est ça. Donc ça empiète vraiment sur la vie de famille. Alors tu parlais du télétravail. J'imagine, enfin, la situation actuelle fait aussi que ce blurring, c'est le quotidien de beaucoup de parents, du coup, puisqu'ils ont le travail à la maison, qui sont à la maison H24 avec les enfants qui tournent autour. Donc, est-ce que tu as un conseil? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour éviter, pour remettre une frontière entre les deux? Alors, je dirais, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais je dirais la première idée qui me vient à l'esprit, c'est vraiment de cloisonner ses journées. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on fait tout le temps, n'importe quand, avec tout le monde. Si vous travaillez à la maison, par exemple, il est bon de fixer des horaires, comme des horaires d'ouverture de magasin, c'est pareil, en le communiquant à sa famille. C'est-à-dire qu'on explique à ses proches, donc à son conjoint, sa conjointe, ses enfants, voilà, maman a besoin de travailler de telle heure à telle heure. Donc, par exemple, le matin, si généralement c'est les phases de créativité, de concentration. Donc, on va dire que de 9h à midi, maman elle a besoin de travailler, donc j'ai besoin d'être tranquille. Et puis l'après-midi, on va passer du temps ensemble pour faire les devoirs et faire des tâches peut-être un petit peu plus légères. Mais par contre, c'est pas tout de l'avoir dans la tête. Il faut vraiment le communiquer et le rappeler systématiquement. Parce que les proches ont tendance à oublier. Se faire un petit emploi du temps qu'on accroche sur la porte. Ouais, d'accord. Ça peut être ça. Donc ça, c'est un premier conseil. Ensuite, c'est vraiment de faire la séparation entre la semaine et le week-end, parce qu'on a tendance à avoir les jours qui se ressemblent, qui sont tous les mêmes. Donc, c'est vraiment important de se dire, du lundi au vendredi, on va dire, c'est la semaine où je travaille, où les enfants vont à l'école, au collège, ou voilà. Et puis, de garder le samedi, dimanche pour la vie de famille, les amis. Et ça, c'est pareil, il faut vraiment, par exemple, quand vous travaillez chez vous, sur l'ordinateur, c'est important déjà le soir de fermer l'ordinateur, de le ranger, de ne plus le voir. Si, par exemple, vous travaillez sur la table de la cuisine, ce qui arrive très souvent, le but, c'est pas de garder l'ordinateur ouvert et puis de dire je vais répondre à un petit mail juste derrière. C'est vraiment de le fermer, de ranger, comme si vous partiez du bureau quand vous étiez au bureau avant. Mais c'est vraiment de se dire ok, là, à telle heure, c'est fini, je passe à ma vie privée. D'accord. Donc, voilà. Il faut se discipliner. Exactement. C'est ça. Et puis, pour faire la différence entre la phase semaine et la phase week-end, ça peut être par exemple, le vendredi soir, on fait souvent ça d'ailleurs, on fait un apéro dînatoire. C'est-à-dire que l'apéro, c'est le top départ du week-end. Donc le vendredi soir, tout le monde sur la petite table. Idée, ça. Voilà. Et donc c'est comme si on se disait, ok, là c'est vendredi soir, on a fini la semaine, on se fait notre petit apéro dînatoire, truc tout simple. On est tous les 4 à la maison et ça sonne le glas de on est en week-end. Ok, voilà. Ok, très bonne idée. Merci beaucoup Chantal. On va faire une nouvelle pause musicale et on se retrouve après dans une deuxième partie où tu vas nous parler un peu plus de solutions. Tu nous as donné quelques-unes là, mais tu vas nous donner plus de solutions sur l'allègement de cette charge mentale. On se retrouve tout de suite après. On écoute Madame Monsieur avec Cœur abîmé. Nous voici de retour dans Parenthèse parentale, sur radiograndlac.com avec Chantal Baudouin. Alors, vous avez eu un petit peu de rab de musique. On a eu un petit souci technique, mais voilà, tout est réparé. Donc, Chantal Baudouin est coach en gestion du temps et en organisation. Et avant cette longue pause, Chantal nous a parlé donc de charge mentale, qu'on pourrait un peu définir, Chantal, comme le fait d'avoir à penser à tout moment, et puis pas forcément d'être des moments opportuns, c'est-à-dire qu'on va penser au travail quand on est à la maison, et on va penser aux problèmes de la maison quand on est au travail, c'est ça en fait? Exactement, c'est les millions de pensées qu'on a régulièrement, c'est les tonnes d'idées, toutes les tâches qu'on doit faire, et ça arrive toujours à des moments dont on aimerait bien se débarrasser. Notamment le soir quand on se couche, où ça peut créer des insomnies pour des personnes qui disent j'ai oublié de faire ceci, cela, ou je dois faire ça demain. Donc c'est vraiment le petit vélo dans la tête ou le petit hamster dans sa roue, si vous voyez un petit peu l'image.
Et c'est généralement difficile à arrêter. Donc des fois, il faut vraiment raisonner son cerveau et dire bon, stop, ça suffit. Tu arrêtes de cogiter. C'est un petit peu le petit diable dans sa tête qui adore dire mais c'est ressasser aussi des situations qui ont pu se passer, des paroles qui ont été dites, et donc c'est toujours tourner en catastrophe ce qui a été dit, c'est déformer, c'est amplifier, ou alors des suppositions. Oui, en fait, je pense qu'il a dit ça sur moi, et donc c'est toutes les situations du quotidien qui finalement se mélangent, et on a du mal finalement à pouvoir s'en débarrasser, et c'est ça qui crée finalement la charge mentale. Et on a juste envie de débrancher. Alors du coup, comment on fait pour s'en débarrasser? Comment on fait pour débrancher? Alors, il y a plusieurs choses déjà qu'on peut faire. Je dirais la première chose, le b.a.-ba de la décharge mentale, j'ai envie de dire, c'est vraiment de noter tout ce qui nous passe par la tête. Par exemple, on a des millions d'idées, et c'est comme tu disais tout à l'heure, prendre le petit carnet, et c'est d'avoir toujours sur soi un petit carnet et noter toutes les idées qu'on a qui nous viennent. Parce que on a toujours des idées, tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et donc, on se dit, je vais y penser, je ne vais pas l'oublier. Mais bon, déjà, on l'oublie dans 100% des cas. Et c'est important d'avoir ce petit carnet. Alors, je ne dis pas de surveiller en plein milieu de la nuit pour noter, quoique si ça... Moi, je le fais. J'ai un carnet, oui. Du coup, si ça te permet de dormir après, il faut le faire. Faut pas... Alors, si c'est éclairé, puis réveiller le conjoint, alors, la non, conjointe... j'écris sans allumer, mais voilà, je sais pas, faut que tu dises comment tu fais, parce que moi j'ai du mal à écrire dans le noir, mais j'écris très gros. Mais... d'accord. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment noter tout ce qui nous passe par la tête. Ça permet déjà, c'est comme si on enlevait les pensées, les idées, physiquement, on enlevait un fil et qu'on le pose finalement sur le papier. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, la charge mentale, donc on parlait tout à l'heure des suppositions, des sentiments, des émotions négatives qu'on peut ruminer. Oui, parce que ça va souvent de pair. Hein, c'est souvent négatif. C'est ça. Ce qu'on a comme pensée. Au lieu de garder, on va dire, ces émotions négatives pour soi, il faut les partager. Alors, c'est soit trouver quelqu'un à qui en parler. C'est soit on peut l'écrire aussi, le carnet peut aussi servir à écrire ses ressentis. Ça peut être ouvrir une page Word sur l'ordinateur, si on préfère écrire. Ça peut être aussi se parler à soi. Alors ça m'arrive très souvent. Voilà. Par exemple, si on a une situation qui rumine dans la tête, des fois c'est se poser une technique des 5 pourquoi. Pourquoi je suis comme ça, et pourquoi je réagis comme ceci, et qu'est-ce qui a fait que... En fait, l'idée, c'est de d'arriver vraiment à la raison qui a fait que on ressasse. Et des fois, c'est tout bête. Le fait de se parler à soi, de dire mais non, mais pourquoi je me suis énervée, ça sert à rien. Donc, essayez vraiment de décharger toutes ces émotions négatives, soit en trouvant quelqu'un, soit en écrivant, ou soit en se parlant à soi-même. Ça marche très bien. Ok. Voilà. Ensuite, la charge mentale, c'est aussi et surtout faire des pauses. On a tendance à enchaîner dans la journée, et des fois, on a besoin de se poser pour que le cerveau stoppe aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire plein de tâches. Donc, quand on fait des tâches, le cerveau, il est sollicité. Il est soit en concentration, soit en création. Et c'est bon aussi, par moment, de se dire, je fais rien. Alors, le faire rien, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est très compliqué, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Comment on ne fait rien avec un enfant de 4-5 ans qui, lui, a besoin d'être dans l'action? C'est une vraie difficulté. Oui, effectivement. Alors, donc c'est peut-être partager un temps de jeu avec lui, faire quelque chose de différent. Le fait de faire des jeux, c'est lucratif. Donc, ça permet aussi au cerveau de pouvoir faire quelque chose de moins sérieux, il y a moins de concentration. Ça peut être aussi, je disais souvent, si vous n'avez pas d'enfant, vous avez un chat ou un chien, voilà, c'est jouer avec le chat et le chien. Ouais. C'est tout bête, mais le jeu, le partage permet justement de décharger. Je dis pas de faire une partie de Scrabble où là il faut réfléchir, mais ça peut être un jeu, je sais pas, un jeu de ballon, aller courir dehors, jouer à cache-cache, et ça fait du bien à tout le monde. Déjà pour l'adulte, ça permet de retrouver son âme d'enfant, et l'enfant il est super content parce que lui de partager du temps aussi avec son c'est parent. important, c'est vraiment important de le faire. Donc faire des bonnes petites pauses. Alors, il y a plein d'astuces, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tout citer. Mais ensuite, donc, on parlait de bien s'organiser. L'organisation, ça permet justement d'éviter les incertitudes, les imprévus, et de se dire, oh là là, dans combien de temps je vais arriver à mon rendez-vous? Je sais plus, j'ai prévu que 5 minutes, mais forcément, je vais être en retard. Et puis en plus, comme de juste, la voiture de devant, elle avance pas.
Donc, c'est vraiment s'organiser et prévoir de la souplesse dans son organisation. Ouais. Et l'organisation, même, on peut la partager avec toute la famille. Par exemple, on peut très bien responsabiliser les enfants en leur donnant des rôles à faire, des choses qui peuvent nous décharger de notre travail de maman, et les impliquer. En plus, ça va les responsabiliser. Et donc, voilà, faire en sorte que notre balance entre nos ressources et nos stresseurs s'équilibre un petit peu plus. Exactement. Et puis même les enfants, il faut les solliciter parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils restent des fois à rien faire, même si c'est très bon de s'ennuyer. Mais aussi, il faut les faire participer à la vie de la maison. Ne serait-ce que moi, mes enfants, je leur demande de mettre la table, de débarrasser, de mettre dans le lave-vaisselle. Rien que ça, c'est pas grand-chose, mais ça permet de pas speeder chaque fois. Oui, et puis eux, alors on disait ça les responsabilise, mais ça leur fait aussi, ça leur donne vraiment le sentiment d'appartenir à un groupe, d'être dans la dynamique de la famille. Et ça, c'est souvent porteur pour les enfants aussi. Donc c'est voilà. C'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, exactement. Voilà. Après, on en parlait aussi tout à l'heure, mais il y a aussi gérer ses priorités, c'est-à-dire savoir ce qui est important et urgent. Alors, je vais peut-être expliquer ce qu'est l'importance et l'urgence, parce que des fois, on ne sait pas trop. Oui, on ne fait pas bien la donc, différence. L'importance, en fait, c'est une notion qui est liée à ses valeurs. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est important pour moi en tant que personne ? J'ai des valeurs de famille, j'ai des valeurs d'équité, de justice, etc. Donc, c'est important de savoir ce qui est en lien avec ces valeurs. Est-ce que je suis alignée avec ce que je fais ? Et l'urgence, c'est si je ne fais pas cette chose-là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça met en danger les autres personnes ? Est-ce que ça met en arrêt mon activité ? Est-ce que ça met en péril, on va dire, on dit les personnes, faut se poser la question. Donc, si c'est important et urgent, faut y aller, il faut le faire. Si c'est juste important mais pas urgent, il est peut-être bon de décaler, de reprogrammer. Si c'est pas important et urgent, c'est peut-être bon de demander à quelqu'un de le faire à sa place. Okay. Et si c'est pas important et pas urgent, il faut tout simplement ne pas le faire. Donc, du coup, c'est bien de passer les différentes tâches au crible de cette grille, on va dire, important et urgent, parce que ça permet des fois de faire le tri dans des choses qu'on fait alors que c'est pas utile de le faire dans les médias. Ok. Moi, j'ai quelque chose, j'ai un petit truc aussi que j'apporte parfois aux parents qui me disent, voilà, c'est difficile pour nous le partage des tâches est difficile, ça repose souvent sur les épaules de la maman, tout ça. Et j'aime bien utiliser des petites abréviations. C'est le CQFAR, CQFAR. C'est celui qui fait qui a raison. C'est-à-dire que, par exemple, si on demande à quelqu'un de passer l'aspirateur à la maison, que ce soit le conjoint, le partenaire ou les enfants, on ne repasse pas derrière. Il l'a fait, ok. C'est peut-être pas fait de façon parfaite, mais voilà, on accepte ce qu'il a fait. Voilà, celui qui a fait, qui a raison. Donc, ça permet aussi, voilà, de dédramatiser, d'éviter les conflits, et je trouve que ça peut être aussi une solution intéressante. C'est une bonne solution. Voilà. Ça responsabilise aussi l'enfant et ça lui donne de l'autonomie, ça l'aide à grandir. Tout à fait. Même si, voilà, il n'a pas fait les choses de façon parfaite, on peut c'est pas grave, il recommencera. Et puis on peut lui expliquer toutes les sources d'apprentissage. Ok, alors. Donc tu nous as parlé d'organisation, ça c'est quelque chose d'important pour libérer un petit peu son esprit. Mais en quoi être organisé, ça nous apporte vraiment de la sérénité ? Alors l'organisation ne permet pas de tout contrôler. Parce que le zéro risque n'existe pas, clairement. Mais par contre, ça permet déjà l'organisation de programmer son cerveau. En fait, on sait exactement ce qu'on doit faire dans la journée. Le fait de s'organiser aussi et de prévoir de la souplesse, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on a tendance à se blinder les agendas et finalement on s'en sort pas. C'est de prioriser les 2-3 tâches importantes à faire et puis de prévoir de la souplesse dedans. Surtout qu'en plus on a besoin de faire des pauses. Le cerveau, il est vraiment concentré pendant 90 minutes, grand maximum. Sachant qu'il y a des personnes qui arrivent à se concentrer que 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Et donc, ça permet d'avoir
de pas avoir ce stress de l'imprévu qui arrive au dernier moment et qui va nous ficher en l'air tout notre emploi du temps. On se dit c'est pas grave, j'ai débordé un petit peu, c'est pas grave, j'avais prévu 30 minutes derrière, donc finalement je suis pas autant en retard que ça. Donc ça permet vraiment de réduire le stress. En plus, ça évite au reptilien qui est toujours présent de se dire oh là là, il y a attention, danger. Donc ça permet vraiment de rester apaisé et serein. On a plus de visibilité aussi, parce que le but, c'est pas aussi de prévoir au jour le jour, c'est un minimum s'organiser à la semaine ou les semaines à venir. Et puis c'est vrai que les imprévus, de toute façon, avec les enfants, il y en a toujours. Il y en a toujours. Exactement. Donc, et puis, il faut aussi s'organiser dans le sens où... je vais retrouver ce que je voulais dire. Mais, moi, je pense qu'en fait, ce qui est bien, c'est déjà d'identifier au départ les ressources qu'on peut avoir, c'est-à-dire sur qui on peut se reposer aussi dans l'organisation. Si par exemple, je sais pas, mon enfant est malade et moi je peux absolument pas m'absenter parce que j'ai une réunion au travail, donc c'est savoir sur qui on peut se reposer pour garder l'enfant. C'est vraiment. Ça peut être, c'est ça, avoir des ressources, savoir sur quoi on peut se reposer en cas d'imprévu. Il faut pas hésiter à solliciter ses proches. Bien souvent, on n'ose pas le faire, on n'ose pas demander de l'aide. Ça peut être à ses proches, à sa maman, son papa, à une amie. Ça peut être aussi demander de l'aide à des voisins. Et des fois, on n'ose pas parce qu'on se dit qu'on est une super maman. Donc la super maman, elle se débrouille toute seule. Mais en fait, non. C'est bien d'avoir un cercle de personnes qui peuvent vraiment vous aider. Et c'est pas un mal. C'est plutôt même, je dirais, un gage de... c'est bien d'avouer qu'on n'a pas toutes les ressources et qu'on compte les uns sur les autres. En plus, on est des êtres de collectivité. Donc, notre groupe, notre cercle est là aussi pour nous aider. Ok, donc anticiper, être proactif, mais se laisser une marge pour les choses qui sont du domaine de l'imprévu. Alors, tu as parlé aussi d'émotions, d'être à l'écoute de soi-même. Donc, il faut aussi, j'imagine, avoir des temps de pause pour faire un peu d'introspection, faire, je sais pas, de la respiration, des choses comme ça. Oui. Quand on sent le stress monter, il y a différentes possibilités. Mais moi, ce que j'aime beaucoup faire et je trouve que c'est extrêmement efficace, c'est la cohérence cardiaque. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne connaissent pas, la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration. Donc, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et ça, sur 5 minutes. Et je peux vous assurer qu'au bout de 5 minutes, vous êtes vraiment apaisé. Ça, c'est vraiment quand on a quelque chose qui nous est arrivé, une émotion trop forte à évacuer, soit un stress peut-être avant je sais pas, un rendez-vous important, ou soit une dispute, un conflit. Et ça fait vraiment énormément de bien, ou des crises d'angoisse, ça peut arriver aussi. Et ça permet d'avoir plus de clarté aussi ensuite dans sa pensée. Parce qu'à un moment, on ne sait plus où on va, et il est bon de se poser et de dire « Ok, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est bon de s'écouter. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi ? Quelles sont les émotions aussi bien dans la tête que dans le corps ? Parce que bien souvent, on se dit je suis énervée, je suis stressée, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? J'ai mal au ventre, j'ai une boule, j'ai envie de vomir. Et c'est vraiment important de s'écouter et de se dire ok, je suis comme ça, je l'accepte. Et par contre, je prends le temps pour moi d'évacuer toutes ces émotions négatives. Alors après, ça peut être la marche, ça peut être aller courir, ça peut être faire du sport, ça peut être, je sais pas, cuisiner. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on peut vraiment évacuer ce stress. D'accord. Qu'il faut vraiment pas garder pour soi. Et donc la dernière chose, c'est ce que tu en as déjà parlé tout à l'heure, c'est faire ce qu'on appelle une détox digitale de temps en temps, faire une pause de cette de ce trop-plein d'écran. Alors, bien souvent, quand je dis ça, je fais j'entends, c'est pas possible. Si, en fait, c'est possible. Alors, je dis pas de faire une détox sur une journée pour commencer, mais ça peut être poser le téléphone 2 heures. Ok, j'y touche pas, je regarde pas mes mails, je réponds pas aux messages. Et de commencer comme ça, et puis peut-être agrandir la durée. Ça peut être après une journée, un week-end. Bon, après, toute la semaine, c'est pas possible, bien évidemment. Mais il existe de plus en plus des activités, des week-ends détox.
Et en fait, on se rend compte que ça fait du bien. Alors, pour donner un exemple, moi, j'ai eu une panne d'Internet. Je suis chez Free. C'était avant-hier. Et donc, tout Chambéry, Barbie, enfin, toute l'agglomération de Chambéry a plus Free. Et donc, là, j'ai vu le voisin monter. J'ai revu mes enfants qui sont arrivés. Et on a fait des jeux de société. Et du coup, on se dit, on fait les choses différemment. On fait les choses. Ça, on peut pas le faire. On trouve d'autres occupations et on trouve des solutions. Et en plus, c'est beaucoup plus sympa parce que on retrouve la vie. Enfin, le contact se refait naturellement et rapidement. Tout à fait. Alors Chantal, on arrive presque au terme de cette émission et je voulais que tu nous parles d'un outil que tu utilises qui s'appelle la CNV, la communication non violente. Alors en quoi cette technique de communication aide à apaiser les conflits? De quelle manière on l'utilise? Alors, la communication non violente, en fait, c'est dans les cas où on vit une situation compliquée, difficile, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Et la CNV, justement, repose sur une méthode qu'on appelle OSBD. Alors, il y a différentes méthodes, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'utilise. Donc, la méthode OSBD, en fait, c'est le O pour observation, c'est-à-dire qu'on va observer les faits, j'ai vu que, j'ai entendu que. Ensuite, on va exprimer ses sentiments. Quand j'ai vu que, j'ai entendu que, j'ai ressenti ceci, cela, de la tristesse, de la colère, de la peine, ça m'a fait quelque chose. Et c'est aussi bien les sentiments, comme je disais, dans la tête que dans le corps. Il faut vraiment partager ça. Ensuite, c'est exprimer ses besoins. Parce que j'ai besoin, je sais pas, d'explications, de sécurité, j'ai besoin, de considération. Et donc le D, c'est pour la demande. Je te propose de revenir sur la discussion, de faire peut-être différemment. Donc c'est vraiment. C'est un vrai exercice quand même, parce que c'est pas naturel. Alors, c'est pas inné du tout. C'est pas compliqué. Par contre, il faut vraiment l'utiliser une fois, 2 fois, 3 fois. On peut même s'exercer à la maison. Pour se rendre compte de son efficacité. Exactement, on peut le faire à haute voix, on peut le faire à l'écrit. On peut aussi, alors pour les personnes qui ont du mal à exprimer ce qui s'est passé, parce qu'au début, la CNV, c'est aussi pour revenir sur quelque chose qui s'est mal passé. Donc, soit on arrive à aller voir la personne et on lui exprime ce qui s'est passé, ce que ça a généré en nous comme émotion négative, ou alors on peut le faire par écrit, un petit mail, si on n'y arrive pas tout de suite. Parce que des fois, il y a le trop plein d'émotions. On va peut-être pas envoyer un mail à son mari. Pas tout de suite. Non, bien évidemment. Mais quand c'est dans le cadre professionnel et que c'est par rapport à un supérieur hiérarchique, des fois, la personne elle n'ose pas. Mais en tout cas, à la maison, il faut vraiment le dire. Mais après, il faut rester factuel. C'est-à-dire que dans ce qu'on dit, quand on décrit la situation, il faut pas aller dans le jugement. T'es pas sympa, c'est pas juste ce que t'as dit. Faut éviter le tu déjà. C'est toujours à la première personne le je. D'accord. J'ai vu que, j'ai ressenti ça, j'ai besoin de ça, je te demande ça. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est utilisé aussi bien dans la vie personnelle que pour, dans le cadre professionnel, quand il y a des gestions de conflits ou pour des fois recadrer un collaborateur ou pour faire passer des informations de manière diplomate. Et c'est vrai que ça permet de retrouver une communication apaisée ou de relancer une communication. Des fois, la communication, elle est complètement arrêtée. Et des fois, alors, il faut faire le premier pas. Ça, c'est pas évident, forcément. Mais après, ça permet vraiment de partager ce qui s'est passé, les ressentis, et de trouver une solution. La demande, quelque part, elle est aussi pour aller de l'avant et dire, OK, on va trouver un accord entre nous. C'est comme un contrat, finalement. Et on se met d'accord sur la suite à donner. D'accord, donc c'est ça, c'est vraiment une occasion qui va ouvrir au dialogue. C'est ça. Par rapport au conflit. Ou rouvrir le dialogue. Qui était arrêté. Très bien. Alors Chantal, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire comment se passe un accompagnement avec toi? Je te téléphone, je suis une maman débordée qui travaille, qui frôle le burn-out. Je t'appelle, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, pour me contacter, il y a 2 solutions. Bon, le téléphone, forcément, le mail, mais j'ai mis en place une séance découverte de 30 minutes qui permet en fait d'expliquer la situation. Donc dans cette séance, je vais beaucoup écouter la personne. Je vais avoir besoin de comprendre quel est son problème, quelle est sa souffrance, quels sont ses besoins, quelle est la situation, on va dire, d'amélioration qu'elle vise.
Et donc, je vais la laisser vraiment parler pendant 30 minutes et ensuite, je vais lui proposer un accompagnement en fonction de son besoin. Est-ce que c'est plus sur l'organisation, on va dire c'est plus de la méthodologie? Est-ce que c'est plus sur de la gestion du temps? Est-ce que c'est plus sur de la gestion du stress? Et donc, on va ensuite travailler sur 4 semaines. Alors, soit c'est 4 séances toutes les semaines, ou soit on peut étaler tous les 15 jours. Mais l'idée, en fait, c'est de mettre en place des premiers outils. Alors, j'utilise une méthode HOPE qui est... alors, HOPE, ça veut dire harmoniser. On va déjà faire le tri dans ce qui existe et optimiser tout ça. Il y a peut-être des choses à mettre de côté, à garder. Ensuite, on va passer plus sur... donc l'optimisation, donc je viens d'en parler, tout ce qui est planification, programmation, donc qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour améliorer mes difficultés. D'accord. Et enfin le E, c'est on arrive à l'état d'équilibre, enfin en tout cas mon équilibre à moi, parce qu'il n'y a pas un équilibre, il y a l'équilibre de chacun. Et donc on va travailler ensemble donc semaine après semaine. Je donne une feuille de route chaque semaine, c'est-à-dire que la personne, elle n'est pas laissée en roue libre pendant une semaine. Alors, on reste en contact par téléphone, mail s'il y a besoin. Mais en tout cas, elle a sa petite feuille de route, elle sait ce qu'elle doit faire. Et on se revoit la semaine suivante. On débriefe sur comment ça s'est passé la semaine. On réajuste les objectifs et puis on reprogramme donc le travail à faire pour la semaine qui arrive. Et donc, en 4 semaines, alors on peut dire que c'est un peu court, mais en 4 semaines, on a le temps de pas mal travailler et de pas mal débloquer. Oui, puis 4 semaines, ça permet aussi d'installer les choses dans des habitudes. Et c'est ça qui est important, c'est changer ses habitudes. Voilà, donc, c'est en ça. 4 semaines, voilà. Alors, les habitudes ne sont pas totalement changées, parce que les habitudes, elles ont besoin de s'installer. Alors, on parle souvent de 21 jours, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Mais il y a des choses qu'il faudra essayer, réessayer, réajuster, et c'est pas grave, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il faut pouvoir les mettre en œuvre assez souvent pour qu'elles deviennent naturelles, comme des bonnes habitudes. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un site internet à nous donner pour te contacter? Oui, tout à fait. Donc mon site, c'est chantalbaudouin.com. Donc c'est chantalbaudouin.com. Je précise parce qu'il y a différents orthographes pour Baudouin. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et LinkedIn. J'ai aussi une chaîne YouTube, donc je mets des petites vidéos. Donc si vous voulez aller voir, abonnez-vous. J'ai des petites vidéos qui durent entre 6 et 10 minutes. Je donne quelques petits conseils. Donc si ça vous dit d'aller voir, ça peut être toujours intéressant. D'accord. Et sur ton site, alors j'ai vu sur ton site, il y avait, tu mets aussi des petits outils, des petits livrets qu'on peut télécharger. J'ai vu récemment, tu avais un petit livret justement sur la charge mentale, me semble-t-il. Exactement. Voilà. En fait, on en a parlé à l'antenne ce soir, mais en tout cas, il y a 10 astuces pour être sereine et organisée, ou serein organisée. Parce que alors, allez vite voilà. le télécharger parce qu'il est très utile. Je l'ai téléchargé moi-même, donc voilà. Ok, c'est bon. Des conférences à venir, peut-être, des choses. Oui. Alors, je rayonne pas mal sur Chambéry-Aix-les-Bains, parce que Aix-les-Bains étant une ville de cœur, et puis Chambéry où j'habite. Donc, je fais des ateliers dans les espaces de coworking. Donc, j'en ai 2 la semaine prochaine. Donc, un au 79 qui traitera justement de la communication non violente. Donc, c'est un atelier pratico-pratique. Donc, c'est quand ça? C'est le 4 mai. 4 mai. Donc, mardi prochain, de 12h15 à 13h45. Donc, c'est sur la pause de midi. Donc, vous pouvez prendre votre sandwich et puis manger en travaillant, on va dire. Enfin, de manière ludique, bien évidemment. Et puis, le 6 mai, ce sera au check-in, donc pas loin d'ici, justement. Et ce sera sur la charge mentale. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus loin par rapport à ce qu'on s'est dit ce soir. Et là, je vais vraiment mettre les participants à l'action. C'est-à-dire qu'on va... C'est pas tout d'entendre les conseils, c'est qu'on passe directement à l'action. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Chantal. Cette émission a été très, très intéressante. N'hésitez pas, à aller sur son site pour regarder toutes les informations. Cette émission sera en replay sur la chaîne YouTube Radio Grand Lac. Et puis, dans 15 jours, nous nous retrouverons pour une émission un petit peu particulière, puisque ce sera une émission de coaching. Je répondrai aux questions des auditeurs, alors pas en direct, mais vous pouvez poster vos questions sur la page Facebook Radio Grand Lac, ou par Messenger si vous voulez que ce soit anonyme, ou bien sur ma page Facebook Isabelle Pierce. Et je prendrai des questions auxquelles je répondrai.
Et puis, voilà, l'émission se termine. Merci beaucoup, Chantal. C'était un vrai plaisir de te recevoir et d'avoir toutes ces informations. Merci à toi pour cette invitation. J'étais ravie de participer. En plus, l'équipe est très sympa. J'étais vraiment bien accueillie et j'espère vous retrouver très vite, soit pendant un atelier, soit sur mon site internet, ou soit en se croisant à Aix-les-Bains ou à Chambéry. Eh bien, parfait. Je te remercie et on se quitte et on se retrouve dans 15 jours. Je te dis au revoir. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie de famille et à tout bientôt. À bientôt. Sur les bords du lac du Bourget, votre radio, Radio Grand Lac.